Jérôme, justement, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Et donc, on parlait de financement. Et c'est justement le thème de la première actu que vous avez choisi. C'est Goldman Sachs Private Equity qui rentre chez Crystal. Ouais, c'est vraiment une super actu pour l'ensemble du marché, pour Crystal bien évidemment, et on les félicite, mais quasiment 1 milliard de valorisation. C'est très bien pour le marché parce que Goldman Sachs, c'est un grand nom, c'est le Graal dans notre monde de la finance. Donc ça va tirer le marché vers le haut, ça va nous obliger à être encore tous meilleurs. Ça donne aussi du sens à tout ce qu'on fait. Et là, je parle en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, ça va valoriser aussi nos affaires. Parce qu'on voit qu'il y a de l'appétit, il y avait 3 acheteurs qui étaient positionnés, 3 candidats acheteurs qui étaient positionnés sur cette opération. Et puis ça fait suite à déjà d'autres grosses opérations XXL qu'on a pu voir passer ces derniers mois et dont on a parlé dans Patrimoine Online. C'est ça, c'est ça. Après, ça appelle aussi à réflexion. Ça va peut-être dénaturer, on va dire, le métier et l'ADN de ce métier que je défends moi depuis une vingtaine d'années. Alors dans quel sens justement ? C'est un métier d'artisan au départ, Ouais. le conseil en gestion de patrimoine. Nécessairement, quand on grandit, quand on grossit, qu'on fait rentrer des grandes banques, donc des industriels de ce métier, on va perdre un peu en savoir-faire, on va perdre un peu de ce côté artisanal. Ouais. Et moi, c'est ce que je veux défendre avec notre modèle, avec le groupe Rain, c'est de prendre le meilleur des deux mondes. Il y a quelques mois, on était à Strasbourg en début d'année pour les cercles de la GFI. J'animais justement une table ronde sur ce sujet avec plusieurs conseillères et conseillers indépendants. Et tous me disaient qu'effectivement, ils avaient un peu peur que le métier change. Et certains qui me disaient, nous, on a quitté le monde bancaire pour se mettre indépendant. Et puis finalement, on voit un retour des banques, des gros institutionnels financiers, des fonds venir sur le marché de la gestion de patrimoine. C'est une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Et les tout petits que nous avons été il y a longtemps sont là pour apporter, nous tirer, renouveler, faire bouger les choses. Ouais. Donc non, aucune inquiétude pour ce monde-là, ce métier-là qui tend aussi, par l'arrivée de Goldman Sachs, à s'institutionnaliser. Il n'est pas facile ce mot. Hein. Il est compliqué. Pour la deuxième actu, Jérôme, je prends mes notes parce que là, il y a des chiffres. La deuxième actu, c'est les fonds immobiliers. Grosse la SPIM et l'IEIF ont sorti leur bilan du premier trimestre. Et alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et je crois que vous n'êtes pas tout à fait raccord avec tout ce qui a pu être dit. Je rappelle les chiffres. Collecte du premier trimestre, 765 millions d'euros, ça c'est pour les SCPI. C'est en baisse de 70% par rapport au premier trimestre 2023. Les demandes de retrait, elles commencent à se calmer. On est passé de 1,3 milliard d'euros fin d'année dernière à 625 millions d'euros aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, ça se calme. Par contre, il y a toujours 2,4 milliards d'euros de parts en attente de retrait. Et ça, pour le coup, c'est en hausse. Jérôme Ruzac, sur ces SCPI. Alors, sur l'immobilier, comme tous les sujets d'investissement qu'on conseille, c'est des métiers de cycle et on arrivait nécessairement en 2023 à la fin d'un cycle. Donc, tout ce qu'on vit, c'est la fin de ce cycle. Il était visible, cette fin de cycle était attendue, elle était visible. Donc, il y avait des moyens d'anticiper tout ça et de diversifier pour les clients. Nous, on n'a pas été surpris. J'espère que les acteurs qui ont subi un peu cette fin de cycle n'ont pas été surpris. Certains ont l'air d'avoir été surpris par tout cela. Il y en a beaucoup qui ont l'air surpris. Mais en tout cas, ce réajustement des prix, ce réajustement de certains opérateurs ouvre un monde d'opportunités. Maintenant, on est sans doute parti pour les 20 ou les 30 prochaines années en immobilier. Et c'est un moment idéal pour se repositionner et refaire de bonnes affaires pour nos clients. Il y a un article qu'on a écrit sur le sujet qui titrait L'hémorragie des SCPI continue. C'est un titre qui a beaucoup fait parler. Je rigole parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors je me permets. Juste sur ce terme et plus globalement sur la façon dont les médias, les clients, les investisseurs parle de ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une euphorie? Est-ce qu'il y en a un peu trop qui est fait sur ce sujet des collègues des SCPI? Nécessairement, l'investissement a besoin de confiance et quand on est en crise de confiance, voire même de défiance, les gens paniquent, les gens ne réagissent pas comme ils devraient réagir. L'immobilier, c'est des investissements de long terme. Donc, si tout le monde crie au loup, les gens ont peur, ils veulent sortir alors que, par définition, revendre un immeuble, ça ne se revend pas comme une action, comme d'autres sujets. Donc, ça crée des embouteillages. Là, on est dans une phase d'illiquidité pour un certain nombre de SCPI. C'est un vrai sujet qu'il va falloir traiter. Ouais. Mais cette crise avait commencé avant même justement qu'on commence à écrire dessus, avant même que les MF s'en mêlent finalement, parce que déjà les gros porteurs, les gros investisseurs commençaient à partir. Non, mais la liquidité ou l'illiquidité des SCPI, c'est un sujet que personne ne découvre. Déjà dans les années 90, il y avait des problèmes d'illiquidité, d'où le surnom de pierre-papier de la SCPI. Ça avait été réglé, les gens l'ont oublié. Le cycle a masqué un peu des choses. Les 10 années précédentes, il n'y avait pas tellement de choix. Seul l'immobilier globalement et les SCPI apportaient du rendement là où il n'y en avait plus nulle part. Donc il fallait s'attendre à ce retournement, mais il fallait diversifier.
diversifier, Il fallait anticiper. Il fallait mesurer Aussi, ses risques. Également. Alors justement, il y en a un qui fait son grand retour, c'est le fonds euro et c'est le choix de votre troisième actu. C'est fou parce que de manière globale, l'assurance vie, mais surtout le fonds euro, certains l'avaient enterré il y a 2-3 ans parce que c'était plus rentable, c'était voire même plus risqué que d'autres choses. Et aujourd'hui, avec la remontée très forte des taux, on arrive à voir des fonds euros qui délivrent du 4, voire du 5% quand c'est sponsorisé par des assureurs. Et donc ça a remis en équilibre un certain nombre de choses. Après, ça vient aussi contrebalancer les offres des banques et des comptes à terme qui apportent du 4% globalement. Ça vient un peu rejouer la concurrence. Alors juste, je rappelle quelques chiffres. 800 millions d'euros, c'est la collecte du fonds euro en mars, si je ne me trompe pas. Et c'est la première fois que cette collecte repasse dans le positif depuis fin 2021. Alors ce qui est un peu bête, c'est qu'on a vu ces dernières années tout un tas de sociétés de gestion lancer tout un tas de fonds datés justement pour venir un peu compenser. Et puis là, finalement, le fonds euro revient en grâce dans les grâces des investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un rééquilibrage. Finalement, il faut ressortir des fonds euros, des fonds obliques pour retourner vers les fonds euros ou... Il faut repenser sa manière de diversifier les clients. Là, on est dans un momentum qui est assez génial, clairement, où quasiment tout le marché amène du rendement, pas le même niveau de risque et pas le même timing. Donc, c'est un très bon moment pour rééquilibrer, se rediversifier, pas tout mettre ces deux dans le même panier. Il ne faut pas courir de martingale en martingale. Ce n'est pas comme ça qu'on s'organise. Il faut être stratégique et vraiment viser le moyen, voire le long terme. Donc, oui, les fonds datés, il y a une réflexion à avoir, mais pas complètement sortir pour aller sur des marchés actions qui sont haussiers, mais qui pourraient être aussi… c'est ça, justement, quand on regarde par exemple le CAC 40, on voit que les valorisations sont très élevées, peut-être trop. Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'il y ait un effet… On pourrait être à 4000, le CAC 40 est à 8000 aujourd'hui, un peu plus. On pourrait être à 4000 dans un an, mais on pourrait être aussi à 16 000. Donc c'est difficile aujourd'hui d'anticiper. C'est très difficile. Donc il faut aller… Il y a beaucoup de choses très intéressantes. On pourrait parler de private equity, on pourrait parler de fonds datés, on pourrait parler de tellement de choses. Mais le fonds en euros, ça permet aussi à des gens qui avaient peur de revenir sur les marchés actions parce que depuis le Covid, les gens ne savaient plus à quelle sauce on allait être mangé, de revenir, de se réinstaller dans des supports financiers et puis après de jouer sur un jeu de diversification. Et ben c'est tout pour vos 3 actus. Merci Jérôme Brusac.